Mes amis, bonjour. Je voulais faire aujourd'hui un commentaire et une espèce de supplément à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur le travail est-il un esclavage moderne, qui m'a valu un certain nombre de questions, de remarques parfois posées de façon un peu polémique ou désobligeante. On va passer là-dessus. Je vais répondre globalement à ces choses. Je vais aujourd'hui parler de la question du libertarisme. Est-ce que quand on est libertarien, comme moi je me revendique d'être libertarien, on est contre les syndicats et contre les organisations syndicales? Et je vais expliquer aujourd'hui que c'est un non-sens absolu de croire que être libertarien, c'est être contre le syndicalisme. Bien au contraire, et je vais vous l'illustrer. Voilà. Alors d'abord, je réponds à ça parce que je vois qu'un certain nombre de gens m'ont écrit par le passé sur cette question. Je pense au camarade Rodolphe Federley, qui est un peu le tête de proue d'un média social, ou en tout cas plutôt favorable, enfin très favorable aux organisations syndicales, qui disait: mais Eric, le libertarisme, c'est l'interdiction du syndicalisme. Alors je dis: Rodolphe, écoute, renseigne-toi un peu, c'est mieux, hein, voilà. Et je vais t'expliquer pourquoi ce que tu dis est une ânerie. Et ça arrive aux gens de dire des âneries, parfois de toute bonne foi, et de croire que on est libertarien, donc on est pour l'interdiction du syndicalisme, ou en tout cas contre le fait syndical. C'est une absurdité. Vous allez voir pourquoi, et Rodolphe, tu vas voir pourquoi. Je crois juste à un moment donné que quand on est journaliste, ou qu'on a une carte de journaliste qui, on le sait, a été donnée par des commissions qui sont très dominées par la CGT, le boulot, c'est pas de raconter des conneries, c'est quand même d'essayer de se renseigner, hein. Et c'est la contrepartie des avantages fiscaux des journalistes, c'est qu'ils doivent faire un boulot à peu près honnête et pas raconter tout ce qui leur passe par la tête. Voilà. Donc je vais essayer de te montrer, Rodolphe, que quand tu me dis: mais Eric, le libertarisme, c'est l'interdiction du syndicalisme, je vais d'abord te montrer que c'est tout le contraire, et deux, qu'à un moment donné, il faut se tenir quand on est journaliste. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Voilà. Et deux, je voulais répondre à un certain nombre de gens qui m'ont dit: mais vous avez été mandataire du MEDEF, comment vous pouvez défendre le syndicalisme? Déjà, là aussi, dans la vie, il faut arrêter de penser en 0 ou 1, MEDEF égale anti-syndicat. Enfin, il faut arrêter de croire tout ce qu'on lit, dans tout ce qu'on entend sur TF1. On peut brancher ses neurones et comprendre. Et le MEDEF, d'abord, moi je l'ai quitté parce que je le trouvais pas assez libéral, pas assez libertarien, je le trouvais trop pétatiste. Et le MEDEF, on le redit, c'est une machine qui a été d'une façon ou d'une autre, initialement, lorsque ça s'appelait le CNPF, parrainé, patronné, ou en tout cas protégé par le régime gaulliste, par De Gaulle lui-même, pour qu'il y ait un interlocuteur patronal, organisé, structuré face à la CGT, notamment au sortir de la guerre. On rappellera que l'épuration a quand même visé pas mal de représentants patronaux de l'avant-guerre, de l'entre-deux-guerres, et que lorsque la CGT s'est retrouvée syndicat majoritaire et très proche de l'Union soviétique en 1944-1945, avec des gens armés, notamment les FFI, les Forces françaises de l'intérieur, le régime gaulliste s'est dit: il faut trouver des contrepoids à la CGT, et un de ces contrepoids a consisté à épurer le mouvement patronal de l'entre-deux-guerres et à créer un CNPF moderne capable de négocier avec les syndicats dans des systèmes paritaires comme la sécurité sociale par exemple. Donc le MEDEF n'a jamais été créé à l'époque contre le syndicalisme, et ceux qui disent on est au MEDEF donc on est contre les syndicats, ils n'ont rien compris. Le MEDEF, le CNPF à l'époque, a été créé pour négocier dans le monde paritaire et donc pour respecter d'une façon ou d'une autre le fait syndical. J'ajoute que moi, lorsque j'étais mandataire du MEDEF, j'ai activement participé à la négociation sur la réforme de la représentativité syndicale de 2008, où ma position était de dire qu'il fallait un syndicalisme d'adhésion, et donc un syndicalisme qui soit fait de militants qui payent des cotisations et qui influencent, qui décident de la position du syndicat, au lieu que le syndicalisme soit livré à des fonctionnaires et à des personnalités autodésignées. Je rappellerai que par exemple Laurent Berger, qui s'est retrouvé
à la tête de la CFDT et qui a été le chouchou de tous les pouvoirs parce qu'il a toujours négocié avec beaucoup de servilité la longueur des chaînes qui permettait de tenir le prolétariat, Laurent Berger n'a jamais mis les pieds dans une entreprise, c'était un pur bureaucrate syndical. Il a fait toute sa carrière comme permanent de la CFDT, il n'a jamais représenté un salarié du privé, ce gars-là, et qu'aujourd'hui, la CGT, par exemple, elle est dominée par les syndicats de fonctionnaires. On rappelle qu'en France, il y a 6 millions de fonctionnaires, et il y a en gros 18 millions de salariés du secteur privé, et les syndicats de salariés du secteur privé sont tous dominés par les syndicats de fonctionnaires. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une captation, une confiscation de la parole du smicard, si j'ose dire, au profit des fonctionnaires qui s'assurent par l'entremise de leurs syndicats que rien ne peut se passer dans le secteur privé qui ne menace leur privilège de rentier de la fonction publique, qui vivent de l'impôt et certainement pas de la production de richesse. Donc moi, en 2008, lorsque je participais activement aux négociations au MEDEF, j'étais pour la refonte de ce système, je continue à l'être. Je suis pour l'interdiction du mélange des genres entre syndicats de fonctionnaires et syndicats de salariés du privé. Je pense que les centrales syndicales du privé doivent être réservées aux syndicats du privé. Il doit y avoir des centrales pour fonctionnaires et je pense qu'il est scandaleux que la parole des salariés du privé soit confisquée par les fonctionnaires. Et deux, je suis pour l'interdiction de toute forme de subvention au syndicalisme, qu'il s'agisse du syndicalisme patronal qui en touche des subventions, comme du syndicalisme salarié. Je pense que tous ces gens-là doivent vivre des cotisations de leurs membres, ce qui suppose effectivement une diminution du nombre d'organisations et une limitation de la division entre syndicats. Mais c'est une autre affaire, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Je voulais juste là, à ce stade, répondre aux commentaires qui m'ont été faits sur mes positions pro-syndicalisme dans les entreprises. Alors, je vais expliquer fondamentalement pourquoi les libertariens ne sont surtout pas anti-syndicalistes, mais au contraire pro-syndicalistes, mais pour un syndicalisme réformé, comme je viens de le dire, c'est-à-dire qu'il faut que les syndicats soient le fait des salariés et donc que les syndicats vivent des cotisations de salariés, et il faut que les syndicats de salariés soient indépendants de l'État et des syndicats de fonctionnaires, notamment des syndicats de fonctionnaires de l'État. Moyennant ça, je suis pour le développement du syndicalisme et pour le développement de la lutte syndicale. Je vais expliquer dans les entreprises, je vais expliquer pourquoi les libertariens sont pour ça et non contre ça, contrairement à ce que des gens qui connectent péniblement deux neurones croient. Voilà. Alors, je le fais en deux temps. Premier temps, je vous explique idéologiquement, historiquement, pourquoi les libertariens sont pour le syndicalisme. Et dans un deuxième temps, je vous explique pourquoi aujourd'hui, en 2025, il est indispensable, je ne dis pas nécessaire, je dis indispensable, que le fait syndical salarié privé soit développé dans les entreprises de façon extrêmement vivace. Voilà. Donc, je fais ça en deux temps. Premier temps, historiquement, c'est quoi l'idéologie libertarienne qui prône le syndicalisme? Alors je reprends ici, alors évidemment la mémoire va me faire défaut, le discours prononcé par Frédéric Bastiat, vous savez que la figure du libertarisme français, qu'il y a quelques figures du libertarisme, il y a le libertarisme américain que je mets de côté, mais moi que je fais remonter à Adam Smith, il y a son ruissellement, si j'ose dire, contemporain. Il y a une figure du libertarisme européen qui est Friedrich Hayek, qui a notamment écrit Les routes de la servitude. Et si vous voulez comprendre la différence entre la pensée libertarienne d'un Hayek et la pensée conservatrice moyenne, regardez la vidéo que j'ai faite d'interview de Olivier Pichon, qui est intervenant sur TV Liberté et qui, selon moi, a une interprétation conservatrice, frileuse, bourgeoise française de ce qu'est la pensée de Hayek. Hayek a écrit notamment Les routes de la servitude, en 1944 ou 1945, on ne va pas se battre sur l'année. Hayek a aussi écrit en 1976 un livre sur les bienfaits de la concurrence entre les monnaies pour dénoncer le projet de création de l'euro.
puisque dès les années 70, on parlait de l'euro, et Hayek montre comment les libertariens sont opposés au principe d'une monnaie unique dans une zone optimale, une zone monétaire optimale. Les libertariens sont favorables à la concurrence entre les monnaies, c'est pourquoi moi, très souvent, dans les vidéos, je m'oppose à cette pensée que je considère subjectivement comme simpliste, qui consiste à dire l'État doit avoir le contrôle de l'émission de la monnaie, qui pour moi est une phrase qui est absurde et qui est un mélange de tout non réfléchi. Voilà. Donc les libertariens, ils se reconnaissent dans Friedrich Hayek, qui a écrit Les routes de la servitude, qui a défendu la concurrence entre les monnaies. Si vous voulez, ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur Friedrich Hayek. Mais les libertariens français, en réalité, ont une antériorité sur les libertariens autrichiens. Friedrich Hayek est l'un des fondateurs de ce qu'on a appelé l'école autrichienne. Les Français ont une antériorité, puisqu'ils ont eu un grand penseur libertarien qui est à l'origine de nombreux mouvements et de nombreuses pensées idéologiques, si j'ose dire, libertariennes. Il s'appelle Frédéric Bastiat. C'était un Landais qui vivait du commerce de l'importation, enfin de l'importation de bois espagnol, notamment de bois espagnol qu'il vendait en France. Ce gars-là était un entrepreneur qui faisait du commerce international à l'époque, dans son sud-ouest natal. Et Frédéric Bastiat a été député, il a eu une vie assez courte. Si vous voulez, on fera là aussi une vidéo sur l'histoire de Frédéric Bastiat, sur l'histoire de sa pensée, sur ce qu'il a laissé. Je voudrais juste dire que Frédéric Bastiat a laissé comme héritage une revue qu'il a confiée à un certain monsieur Molinari, qui était un économiste belge. Et Bastiat, comme Molinari, s'opposait à l'introduction des mathématiques en économie. Notamment, ils se sont opposés au modèle néoclassique. On fera des vidéos, si vous voulez, là-dessus. Et donc, la pensée libertarienne s'est toujours opposée à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'orthodoxie néolibérale. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, Frédéric Bastiat est un Landais. Il est mort en 1853, je crois, 1854. Il a une petite santé. Il a été député au début de la Deuxième République. Et en 1849, notamment à l'Assemblée nationale, il va prononcer un grand discours sur la question du syndicalisme. Et je vais vous parler de ce discours avant de vous expliquer quelle est l'actualité de ce discours et pourquoi aujourd'hui, dans le monde contemporain, nous avons besoin de la pensée que Bastiat a exprimée pour défendre le syndicalisme. Dans sa vision libertarienne. Alors, donc, quel est le contexte du discours que Bastiat prononce à l'Assemblée nationale? Il y a à l'époque une proposition de loi qui vise à interdire pénalement, donc à réprimer pénalement la constitution des syndicats et surtout à réprimer pénalement la revendication syndicale, ce qu'on appelait à l'époque les coalitions industrielles. Donc le projet de loi qui est présenté à l'Assemblée nationale sous la Seconde République, la Deuxième République en 1849, est un projet de loi qui dit qu'on doit réprimer les syndicats de patrons comme les syndicats de salariés. Mais évidemment, la proposition, elle est un peu plus dure contre les syndicats de salariés, en disant on n'a pas le droit de constituer une coalition industrielle pour faire augmenter les salaires ou pour les faire baisser. Qui est une proposition hors sol, bien entendu. C'est important d'en parler parce que ça vous permet de voir que si notre Assemblée nationale aujourd'hui est hors sol, elle était déjà hors sol en 1849. Et que le propre même d'une classe politique qui veut s'occuper d'économie, c'est qu'elle n'y comprend rien et qu'elle est hors sol, parce que quand on est patron, quand on est engagé syndicalement, on n'a pas le temps de faire de la politique. Ils ne font de la politique que ceux qui ne font rien d'autre. Et donc, ne font de la politique que ceux qui ne connaissent pas les réalités sur lesquelles ils prétendent réglementer. Friedrich Nietzsche, le grand philosophe allemand, aurait dit « c'est la volonté de puissance », où on fait croire qu'au nom de la vérité, on cache, on dissimule en fait le seul fait qu'on veut diriger les autres. Et alors certains disent au nom de Dieu, d'autres au nom de la philosophie, au nom de la vérité, d'autres au nom de l'intérêt général. On veut régler l'intérêt général, on veut être utile à la nation. Non, en fait, on veut diriger les autres et on trouve un bon prétexte pour cacher le cynisme de notre volonté de puissance. C'est ça la pensée de Nietzsche. Et donc, dès 1849, l'Assemblée nationale, elle était faite de gens qui prétendaient
réglementer l'économie, la vie économique, les relations industrielles, comme on dirait aujourd'hui, et qui n'y connaissait absolument rien et qui le faisait de façon théorique et hors sol. Voilà. Donc, ce projet de loi interdisant les coalitions industrielles, disant on n'a pas le droit de constituer un mouvement qui vise à augmenter les salaires ou à baisser les salaires. Ça s'appelait un syndicat, syndicat de patrons, syndicat de salariés. Et avec là aussi ce simplisme qui est que le syndicat de patrons veut baisser les salaires, ce qui est une absurdité et qui est une contre-vérité. Et certains représentants patronaux veulent baisser les salaires, d'autres veulent les augmenter. Il n'y a pas de caractère, comment dirais-je, automatique dans le fait qu'un représentant patronal ou un patron veuille baisser les salaires. Tout ça est absurde, tout ça n'a pas de sens. Bref, à l'époque, il y avait déjà ces idées simplistes que nous retrouvons encore aujourd'hui chez beaucoup de députés, notamment socialistes, qui ont des idées d'un simplisme déconcertant sur la réalité. Bref, donc ce projet de loi existe, et puis il y a un député, dont j'ai évidemment oublié le nom, qui propose un amendement disant nous, on propose la liberté syndicale, c'est-à-dire qu'on considère que si les gens, qu'ils soient patrons ou qu'ils soient salariés, ont envie de se coaliser pour défendre leurs intérêts, c'est tout à fait leur droit, et on doit leur foutre une paix royale. Et un député va soutenir cet amendement, va prononcer un discours pour soutenir cet amendement en faveur de la liberté syndicale, et c'est Frédéric Bastiat, grand penseur libertarien. Et donc, je vous demande de lire ce discours de 1849. Dans l'article qui accompagne cette vidéo, dans les colonnes du Courrier des Stratèges, je publie intégralement ce discours, donc vous pouvez le lire tout à loisir. Alors, il est farci de références à l'actualité de l'époque, donc ce n'est pas indispensable de suivre ça pour comprendre l'esprit du discours et la philosophie du discours, mais ce discours est un discours qui, sur le fond, explique pourquoi les libertariens sont favorables au fait syndical dans les entreprises. Alors, d'abord parce que donc Bastiat va donner plusieurs arguments pour dire pourquoi on croit au fait syndical. Je vais en retenir trois grands schémas. Donc lisez le discours, vous allez voir, ce que je fais, c'est un commentaire interprétatif, mais qui est pratiquement littéral. Je vais reprendre des phrases de Bastiat, même si je ne les ai pas sous les yeux. Mais vous pouvez lire son discours sous le prisme que je vous propose, c'est-à-dire qu'il y a trois piliers. Les trois piliers, le premier pilier fondamental qu'il faut comprendre, c'est que Bastiat, il défend la logique du contrat contre la logique de la loi. Lui, ce qu'il dit, ce n'est pas à la loi de fixer les relations entre le patron et les salariés. La relation entre le patron et les salariés, elle doit être fondée sur un contrat, c'est-à-dire quelque chose qui est négocié. Ça, c'est l'esprit même du député qui propose l'amendement que Bastiat soutient. Ce député dit, en fait, la meilleure façon de régler la question de la vie dans les entreprises, la question du niveau de salaire, la question du niveau de vie des ouvriers, la question du profit, c'est de laisser le patron qui emploie la force de travail négocier avec les gens qui ont cette force de travail. Et donc tout ça ne doit pas être du domaine de la loi, c'est ce que dit Bastiat dans son discours. Il dit mais on ne peut pas imaginer une loi qui oblige des ouvriers à accepter le salaire auquel le patron les emploie. S'ils ne sont pas d'accord, rien ne peut forcer quelqu'un à travailler pour un salaire qui ne lui convient pas. Et tout le monde a le droit de contester le salaire qu'on lui verse. C'est la pensée de Bastiat qui dit, par ailleurs, forcer un pays qui, par la loi, force des gens à accepter un salaire, c'est un pays qui pratique l'esclavagisme. Or, dans toute société libre, eh bien, le salarié est toujours en position, en droit d'accepter ou de refuser le salaire qu'on lui propose et de négocier ce salaire. C'est le principe de la liberté contractuelle et c'est le principe selon lequel le salaire ne peut pas être fixé par la loi, il doit être fixé par la négociation et par le contrat entre salariés et patrons. Et ce que dit Bastiat, c'est si les salariés décident d'aller tous ensemble chez le patron pour négocier le salaire en même temps et pour dire on n'est pas d'accord, c'est leur droit et rien ne peut s'y opposer. C'est vraiment le principe de la
résolution contractuelle des conflits sociaux et de l'abstention de l'État dans ce dispositif. Je vais y revenir, mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement important à comprendre, c'est que la logique libertarienne, c'est une logique qui dit mais il ne faut pas utiliser la loi, recourir à la loi pour régler des problèmes entre les individus qui passent des contrats entre eux. Il doit y avoir une liberté contractuelle. Et si un patron est seul face à 100 salariés, les 100 salariés sont libres de s'organiser dans une organisation syndicale, dans une association, dans ce qu'on appelait à l'époque une coalition, pour dégager un rapport de force et pour influencer la décision patronale. Voilà, ça c'est la base du libertarisme et le camarade de Bastiat va le rappeler dans son discours en disant « il est scandaleux que la loi favorise les patrons » puisque le principe général du libertarisme, c'est la libre concurrence, et donc cette libre concurrence ne doit pas être faussée par l'État, et par l'intervention de l'État qui intervient soit en faveur des patrons, soit en faveur des salariés. Donc liberté contractuelle, ça c'est la base. Bastiat va utiliser un autre argument pour expliquer ça. Il va dire mais la non-liberté, la contrainte par la loi ne fonctionne pas. Alors il prend l'exemple de l'Angleterre à l'époque. Il dit bien nous sommes en 1849 lorsque Bastiat prononce son discours, et Bastiat dit en Angleterre depuis 1804 il y a eu 37 lois différentes pour interdire le syndicalisme et pour gérer les relations industrielles, comme on dit, les relations contractuelles entre salariés et patronat. Bastiat dit qu'il y a eu 37 lois depuis 1804 en Angleterre pour régler ce problème, et aucune loi n'a marché, et les Anglais ont décidé de proclamer la liberté de constitution des syndicats et la liberté syndicale. Et Bastiat dit la liberté syndicale fonctionne beaucoup mieux. La preuve, en Angleterre, regardez, ils ont essayé de faire des lois, ça n'a pas marché. Maintenant qu'ils ont proclamé la liberté syndicale, ça marche beaucoup mieux. Et au fond, ils considèrent que la liberté du contrat marche beaucoup mieux que la contrainte par la loi. Et ça, c'est là encore un élément fondamental de la pensée libertarienne. Au fond, les libertariens tirent les mêmes constats que les autres sur les dysfonctionnements de la société. Ça peut être, les salaires sont trop bas, le profit est trop élevé. Et ce que disent les libertariens, c'est que les problèmes privés seront toujours mieux réglés par la liberté du contrat que par l'obligation, que par la coercition, par la loi. Et le camarade de Bastiat prend l'exemple du Royaume-Uni pour dire, voyez, ça marche bien mieux. Et troisième point fondamental, donc je le redis, liberté du contrat, inefficacité de la loi, et même contre-productivité de la loi, d'une certaine façon. Troisième argument de Bastiat, c'est de dire que la liberté contractuelle permet de former les syndicalistes et permet de former le prolétariat. C'est que, dit-il, il prend là encore l'exemple de l'Angleterre, il dit mais les salariés anglais se sont mis en grève à titre syndical, ils se sont mis en grève pour défendre l'augmentation de leur salaire. Il y avait des années difficiles, la famine, etc. En tout cas, la disette, des problèmes économiques, une crise économique. Et les salariés ont compris, grâce à la liberté contractuelle et grâce à la négociation directe avec les patrons, qu'au fond, les patrons n'étaient pas responsables de cette crise et qu'ils n'avaient pas de baguette magique pour augmenter les salaires en temps de crise. Donc, ce que dit Bastiat, c'est que la liberté contractuelle et le fait qu'on ne passe pas par la loi pour régler les problèmes sociaux, et que, notamment dans les entreprises, mais à part les problèmes de solidarité, ce qu'on appelle les problèmes de solidarité aujourd'hui, c'est le gars il est né manchot, il ne peut pas travailler, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est pas un problème de relation entre le patron et le salarié, c'est un problème de solidarité. Mais lorsqu'il s'agit de régler les questions de salaire, de temps de travail, de conditions de travail, Bastiat dit mais il faut laisser les syndicats de salariés se constituer et négocier directement avec les patrons, parce que c'est pour eux la meilleure façon de comprendre que le patron, c'est un mec comme eux, c'est-à-dire qu'il vit sous des contraintes, il vit dans un monde qu'il ne choisit pas, et il compose avec les contraintes qui lui sont imposées de l'extérieur. Il n'a pas de baguette magique pour dire aux gens, mais je vais tripler votre salaire quoi qu'il arrive. Voilà. Et ça, Bastiat dit, c'est très formateur, et donc il y a une supériorité de la liberté syndicale par rapport à la contrainte
de la loi qui interdirait les syndicats et qui prétendrait régir de l'extérieur par la loi, par la règle, par le droit du travail, par le code du travail d'une certaine façon. Donc ce que dit Bastiat, c'est qu'il y a une supériorité du contrat par rapport à la contrainte légale, c'est que dans le contrat, les salariés, dans le contrat avec des syndicats libres, les salariés peuvent s'organiser et peuvent se conscientiser et comprendre que l'économie, ce n'est pas un bidule magique, c'est faire avec une pénurie, faire avec du rationnement et faire avec des réalités qui s'imposent à nous. Donc Bastiat, pour ces trois raisons, la liberté, d'abord, ce qu'il dit d'une manière générale, c'est qu'il faut être juste et libre, il doit y avoir une égalité entre salariés et patrons en termes de droits, il doit y avoir une liberté d'expression, une liberté d'organisation, une liberté d'association. Il dit donc ça c'est beaucoup plus efficace. La loi a démontré son incapacité à régler les problèmes sociaux et en plus la liberté contractuelle, ça permet de former les salariés, de les conscientiser face aux contraintes des patrons. Donc Bastiat va défendre la liberté syndicale et donc je ressouligne ça parce que je voudrais redire, le micro est tombé, il n'ira pas plus bas, je voudrais redire que beaucoup ont une vision très simpliste de un patron est contre les syndicats. Certains patrons français sont suffisamment crétins pour dire le syndicalisme c'est pas bien, mais c'est pas vrai dans le capitalisme allemand, c'est pas vrai dans le capitalisme rhénan, mosan, que moi j'ai connu, c'est pas vrai dans un tas de pays. Le syndicalisme, dans les pays anglo-saxons, le syndicalisme est plutôt valorisé, il fait même souvent l'objet de monopoles syndicaux. Je ferai une vidéo sur le sujet si vous voulez. Il n'y a qu'en France où beaucoup de patrons, certains patrons, parfois les patrons considèrent que la section syndicale d'entreprise est en danger. Et c'est une preuve, de mon point de vue, de bêtise. Mais en tout cas, dans la pensée libertarienne française, le fait syndical a toujours été défendu et valorisé. Maintenant, je vais vous expliquer l'actualité de ce principe et en quoi il est nécessaire de le défendre aujourd'hui, même quand on est patron. Alors, je vais le faire en deux temps. Dans un premier temps, je vais expliquer ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de syndicalisme dans les entreprises, lorsqu'il n'y a pas d'organisation structurée des salariés pour faire contrepoids à la visée patronale. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Et j'expliquerai un jour comment De Gaulle a organisé la faiblesse syndicale en France. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et je peux en refaire une si vous le souhaitez. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il n'y a pas de défense structurée des salariés face au patron, eh bien, il y a un déséquilibre en faveur du patron dans la balance des pouvoirs au sein de l'entreprise. Et mécaniquement, ce n'est pas une question de les gens sont gentils ou pas gentils, mécaniquement, lorsque vous n'avez pas de contre-pouvoir, eh bien, le pouvoir s'exerce de façon excessive. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où, à un moment donné, lorsqu'il n'y a pas de syndicalisme fort constitué dans les entreprises, eh bien, il y a des situations scandaleuses qui se créent. Alors, des situations scandaleuses, on en connaît partout. Elles ne sont pas généralisées, je tiens à le dire. Je sais qu'il y a des gens que j'ai entendus. Je me souviens d'avoir entendu, par exemple, un garçon comme Philippe Murer, qui, paraît-il, est de droite, avoir pris des positions extrêmement dures sur les dangers des patrons. Alors, enfin, ce mec-là, il n'a jamais été patron, quoi. Bon. Je sais que le Rassemblement national, par exemple, Philippe Murer a été conseiller économique de Marine Le Pen, et même s'il ne l'est plus, Marine Le Pen a gardé, il suffit de lire les déclarations sur l'immigration récemment, où beaucoup de députés Rassemblement national disent si les patrons veulent garder des frontières ouvertes aux immigrés, à l'immigration, c'est parce qu'ils veulent faire baisser les salaires des salariés. Alors on se dit, mais voilà, c'est l'idée, le patron est par nature une espèce de facho, de connard qui veut exploiter les autres, et qui n'a aucune considération humaine pour ses salariés. Alors ce sont des situations qui ont existé ou qui existent. Et on en connaît un certain nombre d'illustrations. C'est les ateliers clandestins où les gens travaillent 12-15 heures par jour dans des conditions épouvantables. C'est les conditions que j'évoquais la semaine dernière de salariés qui doivent rester debout 6 heures.
avec interdiction de s'asseoir. Ce sont des situations de contrainte de ce genre qui posent des problèmes et qui, à un moment donné, justifient que l'État se substitue aux syndicats pour agir. Et c'est ce qui se fait en France. C'est les pauvres salariés exploités, et donc on va faire une loi pour les protéger. Et donc, lorsqu'il n'y a pas de fait syndical, eh bien, on ouvre les portes de l'entreprise à l'État, aux décisions du Parlement, qui sont faites par des gens qui n'y connaissent rien, qui sont souvent des fonctionnaires qui ont très rarement mis les pieds dans une entreprise, qui ne sont pas patrons, qui ne savent pas ce que c'est que les contraintes d'une entreprise. Allez voir l'intervention de M. Ménégo, le patron de Michelin au Sénat, qui explique très bien aujourd'hui le désarroi du patron d'un fleuron national face aux lois absurdes qui sont votées par des gens qui n'y connaissent rien, mais qui veulent se donner bonne conscience. Donc, si on veut ouvrir la porte des entreprises à des lois absurdes, eh bien, on tue le fait syndical parce qu'on laisse les syndicats sans défense vis-à-vis d'un certain nombre de patrons qui vont, je le redis, pas tous, voilà, on va arrêter 0 ou 1, mais il y a des patrons qui ont des attitudes patronales scandaleuses et qui sont défavorables aux salariés, et tout ça pousse l'État à se substituer aux syndicats. Et ça, donc, si on veut éviter que l'État ne devienne le partenaire social auquel les employeurs s'adressent, eh bien, il faut développer des syndicats forts dans les entreprises pour défendre les intérêts des salariés, sinon ça ne marche pas. Voilà. Et donc, je le redis, la meilleure arme pour l'étatisation du Code du travail, c'est l'absence de syndicalisme. Si on veut pouvoir se passer de l'État dans les négociations sociales, comme c'est le cas en Allemagne, il faut un syndicalisme fort. Voilà. Mais ce monde où il y a des patrons tout-puissants et des gens qui obéissent sans contre-pouvoir, c'est une vision de l'esprit. Et je le redis parce que tout le monde a le droit de refuser de travailler pour les tarifs imposés par un gars qui dit bah, « toi, tu vaux pas plus et tu bosses ». C'est la liberté humaine naturelle, et les libertariens croient à la liberté de chaque homme et croient que la liberté est un droit naturel confié par on ne sait pas qui, peut-être un Dieu, à chaque humain. Et donc chaque humain, même un ouvrier, eh bien, il a les mêmes droits qu'un patron, et il a notamment le droit de dire « je refuse de vendre ma marchandise qui est ma force de travail au tarif que vous me proposez ». Voilà. De même qu'un boulanger, et il a le droit de dire « je refuse de vendre ma baguette à 50 centimes, elle en vaut 1,30 €. Donc ça, c'est fondamental. C'est que si on veut éviter que l'État ne se mêle de tout, il faut des contrepoids dans la société civile. Ça s'appelle des syndicats, et ces syndicats doivent être forts. Ça, c'est un point essentiel. Et deux, pourquoi c'est indispensable? C'est parce que, effectivement, si on veut que l'entreprise fonctionne, il faut que les salariés s'engagent. Une entreprise, ce n'est pas un patron qui exploite des gens qui n'ont aucun droit. Une entreprise, c'est un projet commun de création de valeur. Et ce projet ne peut fonctionner que si tout le monde s'engage dans ce projet. Et vous le savez, l'engagement, c'est ce qui manque dans la société contemporaine, et ce qui fait que notamment les salariés sont souvent malades, démissionnent souvent, ont du mal à participer, à se motiver, parce qu'ils ne participent pas au projet d'entreprise. Et si on veut que les salariés participent au projet d'entreprise, il faut les intégrer dans un syndicalisme libre, ce que Bastiat appelait la liberté et la justice, c'est-à-dire qu'il faut que les gens se disent « je vends ma force de travail et en échange, je participe au projet et je peux m'y engager parce que je m'y réalise ». Ça, c'est fondamental. C'est ce que j'appelle la culture de la lutte, parce que pour certains patrons, le fait que les salariés aient envie de participer au projet, c'est vécu comme quelque chose de positif. D'autres vivent ça comme une menace ou comme une complication. Et il est naturel que dans la violence que j'ai décrite, propre au travail, regardez ma vidéo sur le sujet de la semaine dernière, eh bien, dans ce processus de violence, de contradiction, il est normal qu'il y ait une force coalisée de salariés pour défendre un certain nombre de points de vue communs propres au salariat. Voilà. Tout ça pour dire que donc, nous ne pouvons imaginer un monde libre qu'avec une liberté de constitution des syndicats et avec une négociation contractuelle entre patronat et syndicats. Et ceux qui pensent que le patronat, c'est l'ennemi du syndicalisme, l'ennemi du salarié et l'ennemi de la négociation, sont des gens qui vivent sur une autre planète et qui n'ont rien compris à ce qu'est une entreprise et qui se nourrissent de stéréotypes débiles. Et de grâce, enlevez-vous la mer des yeux et regardez le monde tel qu'il est.
Personne ne peut imaginer de fonctionner dans un groupe avec un gourou et puis des esclaves. Hein. Le monde n'est pas une secte. Enfin, certains mondes fonctionnent comme ça. L'UPR d'Asselineau fonctionne comme ça, par exemple. Mais dans le monde normal, on ne fait pas comme ça. Voilà. Et le monde fonctionne beaucoup mieux en s'enrichissant des différences. Et un patron s'enrichit des différences apportées par les salariés. Il ne s'appauvrit pas avec elles. À la semaine prochaine. Si vous voulez d'autres vidéos, dites-le moi. Mais je m'astreindrai à une vidéo par semaine sur le travail et sur ces questions de syndicalisme. À très vite.